Arrêtons d'être émotifs et facilement manipulables. J'ai constaté que dès qu'un dirigeant africain tenait des propos qui semblaient aller à l'encontre des intérêts français en Afrique, on faisait tout de suite de lui un héros, un patriote, un nationaliste, quelqu'un qui était un modèle, et ce, peu importe quel était son bilan ou même ce que cette personne est en train de faire au moment présent, qui va clairement à l'encontre des intérêts premiers de son propre pays. Par exemple, lors des derniers coups d'État que l'on a observés en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina, plusieurs personnes se sont empressées de dire que ces différents militaires allaient chasser la France de leur pays. On s'est empressé de dire que grâce à ces leaders-là, la France-Afrique allait être terminée, le franc CFA allait être annulé, les bases militaires complètement mises dehors. Un an plus tard, quel bilan on peut en faire? Le Mali a effectivement pris une trajectoire qui aujourd'hui l'éloigne drastiquement de la France, mais qu'en est-il des deux autres, la Guinée et le Burkina? Est-ce qu'on sait concrètement quelle est la vision de ces leaders? Où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'on ne s'est pas précipité une fois de plus d'applaudir beaucoup trop tôt? Dans tous les cas, ces différents épisodes m'ont appris à être patient et à ne pas céder à l'émotion tout de suite. Le dernier cas de figure est celui du Bitcoin. La République centrafricaine vient de valider le Bitcoin comme monnaie officielle. Et là aussi, j'ai tout de suite entendu plusieurs personnes monter au créneau pour dire que c'était là la stratégie de la République centrafricaine pour mettre la France à mal, pour se débarrasser du franc CFA afin que ce pays-là devienne autonome. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre d'avoir cette analyse? Dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi, d'après moi, la décision de prendre le Bitcoin comme monnaie officielle n'a absolument rien à voir contre la France. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat et de business parce que c'est grâce à ça qu'on va faire changer ce continent-là. Donc pour participer à cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former pour lancer leur business ou gagner davantage d'argent, on a des formations en présentiel auxquelles je vous invite à participer. La prochaine, c'est le week-end prochain, le 7 mai, à Libreville. Pour la première fois, on va parler de structuration de business et de techniques de vente pour pouvoir exploser son chiffre d'affaires. Il va être question pour moi de vous montrer les techniques que j'ai mises en œuvre et qui m'ont permis année après année de multiplier parfois par plus de 10 mon chiffre d'affaires. La même formation, je vais la délivrer en Allemagne à Francfort et ce sera le 21 mai. On terminera cette petite boucle par Paris et ce sera le 28 mai, cette fois-là pour parler de marketing digital. Comment se servir d'Internet pour augmenter drastiquement là aussi son chiffre d'affaires. Pour réserver vos places, dans la barre de description, vous avez vos liens. J'ai une bonne nouvelle pour les amis d'Amérique du Nord. On va enfin pouvoir se retrouver pour parler aussi de business ensemble. Et ce sera le 21 et le 22 août au Canada, le 21 à Montréal, le 28 probablement à Toronto. Et ensuite, la semaine d'après, ce sera aux États-Unis, le 28 et le 29. Le 28, ce sera au Maryland et probablement le 29 à New York. Il va être question pour moi de partager avec vous les meilleurs secteurs dans lesquels vous devez investir votre argent en Afrique et surtout comment faire pour pouvoir bénéficier des avantages que l'Afrique vous propose en termes de fiscalité, d'imposition et de plein d'autres choses. Donc les amis d'Amérique du Nord, les dates sont désormais connues. Rendez-vous dans la barre de description pour réserver vos places. Ça va aller très vite. En introduction, j'aimerais rappeler que la République centrafricaine est un grand pays. On parle quand même de plus de 623 000 km². Donc c'est beaucoup plus grand que le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays. Par contre, qui a une très petite population. À peine 5 millions d'habitants. Ce qui est contrastant, c'est que c'est un pays qui a beaucoup de richesses en termes de matières premières, mais dont la population est l'une des plus pauvres au monde. À ceci se rajoute le fait que c'est un pays qui est constamment en conflit. C'est un pays dans lequel on a enregistré malheureusement énormément de guerres, parfois même des guerres ethniques. Mais depuis peu, ce pays est au cœur de l'attention mondiale, non pas à cause d'un conflit, mais parce que le président Théodore Archange Touadéra a osé se passer, disons-le ainsi, de la France, ancienne puissance coloniale, pour désormais travailler avec les Russes pour pouvoir repousser les différentes attaques que subissait ce pays. Et il faut dire que depuis que les Russes sont arrivés sur le territoire centrafricain, les communications que l'on a disent que la Centrafrique a récupéré près de 80% de son territoire en à peine
quelques mois. Ceci a été très clairement perçu comme une volonté pour la Centrafrique de s'éloigner de son partenaire historique, la France, pour se rapprocher désormais de la Russie. C'est donc dans ce contexte assez complexe que la nouvelle de l'annonce du Bitcoin intervient. Le contexte nous permet de comprendre les enjeux et ce qui va se jouer tout de suite. La première chose que je vais dire ici, qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes, c'est qu'il ne faut pas espérer que le passage au Bitcoin va changer la face économique de ce pays-là. La Centrafrique ne va pas devenir subitement riche parce qu'on a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Loin s'en faut. Le Bitcoin, ce n'est pas un outil d'enrichissement. Et je profite ici aussi pour dire à tous ceux qui ont l'idée de penser que le simple changement de monnaie, comme par enchantement, va suffire pour permettre que nos pays s'enrichissent, que c'est une vision que je ne partage absolument pas du tout. Est-ce qu'il faut changer le franc CFA? Oui. Est-ce que le changement du franc CFA va entraîner que nos pays vont être beaucoup mieux gérés? Absolument non. Aujourd'hui, la majorité de nos pays n'ont pas des problèmes à cause du franc CFA. Nos pays ont des problèmes à cause d'un leadership, à cause d'une vision. La monnaie, ne l'oublions pas, est un outil économique. La monnaie en elle-même ne fait pas de magie. Si vous avez une économie faible, sans vision, peu importe la monnaie que vous avez, vous n'allez pas vous en sortir. Et pour vous le démontrer, j'ai simplement décidé de consulter le tableau des 21 pays les plus pauvres au monde, afin de voir combien de ces pays avaient ou pas leur propre monnaie nationale. Et croyez-moi, les résultats vont vous surprendre. Numéro 1, le Burundi. Ensuite, le Sud-Soudan, la Somalie, le Mozambique, Madagascar, Malawi, Sierra Leone, République centrafricaine, Yémen, RDC, Niger, Tchad, Libéria, Soudan, Rwanda, Gambie, Tadjikistan, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Ouganda, Togo. Quand on observe cette liste-là, je fais 5 constats. Le premier constat, c'est que quand on prend le top 10 des pays les plus pauvres au monde, il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas africain, c'est le Yémen. Mais comme on le sait tous, le Yémen, c'est un pays qui est perpétuellement en guerre depuis 2015, une guerre qui a déjà tué aujourd'hui plus de 380 000 personnes. Le deuxième constat que je fais, c'est que le seul pays dans le top 10 qui fait partie de la zone CFA, c'est la République centrafricaine. Et d'ailleurs, quand on va regarder dans le top 5, on n'a aucun pays de l'Afrique francophone qui utilise le CFA. Ça veut donc dire que tous les autres pays utilisent leur propre monnaie et pourtant, ils sont aux dernières places du classement. Et je vais vous donner ces monnaies. Le Burundi utilise le franc burundais. Le Sud-Soudan utilise la livre sud-soudanaise. La Somalie utilise le shilling somalien. Le Mozambique utilise le métical. Madagascar, l'ariari. Le Malawi, le kwacha malawien. Sierra Leone, le léon. La République centrafricaine, le CFA. Le Yémen, le rial yéménite. Et la RDC, le franc congolais. Ce tableau nous montre de manière factuelle donc qu'on peut être soi-même à la tête de sa propre monnaie et malgré ça être très pauvre. Ne faisons pas le raccourci qui consiste à dire que parce que nous n'avons pas notre monnaie, alors c'est pour ça que nous sommes pauvres. Non, on peut avoir sa propre monnaie et être soi-même pauvre. Il faut un leadership et une vision qui va porter un pays. Le troisième constat, c'est que le Rwanda est l'un des pays les plus pauvres au monde. Voilà un pays autour duquel il y a énormément de communication, mais on oublie que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Le quatrième constat, je l'avais déjà un peu dit, dans le top 10, tous les pays ont leur propre monnaie, excepté la République centrafricaine, et je vous les ai listés. Le cinquième constat, qui lui fait très mal, c'est que dans la liste des 21 pays que je vous ai listés, 19 d'entre eux sont africains. On dirait que la pauvreté a élu domicile en Afrique, ce qui est d'autant plus absurde quand on sait à quel point ces pays regorgent de richesses et de matières premières. C'est donc clairement un leadership, une mauvaise vision qui fait que ces pays-là ne soient pas à la place qui est supposée être la leur. D'où vient-il donc dans l'imaginaire des gens que simplement changer une monnaie va nous rendre riches? Il n'en est rien du tout. La monnaie, c'est un outil économique, ce n'est pas une panacée. En revanche, il faut le préciser, changer de monnaie, notamment dans le cadre des pays d'Afrique francophone, est d'abord une question de souveraineté. C'est un moyen de pouvoir s'affirmer comme étant celui qui décide lui-même de son destin. C'est de ça qu'il s'agit et pas d'enrichissement. Sachons discerner ces deux notions. Et à ce titre-là, je suis bien évidemment d'accord
que nos pays doivent se débarrasser de cette monnaie coloniale pour pouvoir aller vers une réelle autonomie, vers une réelle indépendance, vers une réelle gestion de leurs affaires par eux-mêmes. La monnaie est au service d'une économie qui elle-même est au service d'une vision. Voilà pourquoi, grâce à un leadership éclairé, en à peine 20 ans, des pays comme le Ghana ou l'Éthiopie, qui hier faisaient partie des plus pauvres d'Afrique, sont aujourd'hui parmi les 10 économies les plus brillantes du continent. En à peine 20 ans. Je terminerai en disant qu'aucun pays africain ne se développera simplement parce qu'il a quitté le franc CFA. Absolument aucun. C'est une question de souveraineté monétaire, c'est une question de souveraineté nationale, c'est vrai, et c'est super important, mais ce n'est pas une question de développement. Nous allons nous développer quand nous allons avoir un leadership visionnaire, efficace, pragmatique et courageux. C'est sous une vision et un leadership éclairé que l'on va pouvoir modifier la société dès la base, au niveau de l'éducation, qu'on va définir le type de citoyen que l'on veut avoir dans 20 ou 30 ans, et donc on va se donner les moyens. Parce que n'oubliez pas, la ressource la plus importante d'un pays, ce sont les hommes. Il faut former les hommes à une idéologie totalement nouvelle, c'est ce que la Chine a fait, de telle sorte que 30 ans plus tard, tu as une population qui elle-même est différente, parce que tu as travaillé dès la base pour lui inculquer de nouvelles valeurs, un nouveau mindset, une nouvelle manière de percevoir la vie, de nouveaux combats pour lesquels se battre. Et c'est clairement vers ça qu'il faut aller. Pour revenir donc au Bitcoin, n'oublions pas que le Bitcoin a été déjà validé par un premier État dans le monde, le Salvador. En revanche, aucun autre État n'a validé le Bitcoin. Pourquoi? En réalité, parce que le Bitcoin est simplement un ennemi pour les pays. Il faut juste comprendre de quoi il s'agit. Le Bitcoin se veut être une monnaie décentralisée, c'est-à-dire une monnaie privée qui n'est sous le contrôle d'aucun État. Et ça, bien évidemment, les gouvernements ne peuvent pas accepter ça, puisqu'ils ont déjà une monnaie qui leur permet de réguler leur économie. Comment penser dans ces conditions qu'un pays va accepter que sa propre monnaie, qu'on va utiliser tous les jours partout, soit une monnaie qu'il ne connaît pas, qu'il ne régule pas et qui est complètement privée? Les pays sont clairement contre ça. Et la plupart des pays, pour pouvoir compenser donc le Bitcoin, crée plutôt des monnaies électroniques. C'est ainsi que le Nigeria, par exemple, a créé sa propre monnaie électronique, le e-Naira. La Chine est en train de créer la sienne, l'Union européenne aussi, les États-Unis sont en train d'y penser et la plupart des pays dans le monde sont en train de penser à créer des monnaies électroniques, mais qui vont rester sous le contrôle des banques centrales. Quand on parle de monnaies comme le Bitcoin, on est dans des monnaies privées qui sont clairement hors de contrôle des États. Donc, pour qu'un État accepte ça comme monnaie officielle, c'est quand même bizarre. Comment comprendre qu'un État comme le Centrafrique se tire une balle dans le pied en validant une monnaie qui va aller à l'encontre du franc CFA qui est sa propre monnaie officielle? D'après moi, la réponse à cette question, elle est ailleurs. Elle est dans la collaboration que la RCA est en train de développer avec la Russie. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la Russie est sous le feu de beaucoup de sanctions économiques qui font que ce pays a de plus en plus de mal à faire du business avec ses partenaires d'antan. Et donc, la République centrafricaine, qui a pour principal partenaire la Russie, d'après moi, est en train de se diriger vers le Bitcoin pour pouvoir continuer de faire des transactions avec la Russie sans avoir besoin de dépendre du franc CFA qui lui-même étant arrimé à l'euro est forcément impacté par les sanctions qui touchent la Russie en ce moment. Il est donc question pour moi, pour la République centrafricaine, simplement de continuer de faire du business avec son partenaire pour ne pas être elle-même asphyxiée par cette guerre. Et si cette analyse se justifie, il est fort à parier que dans les prochaines semaines, des pays comme le Mali suivent la tendance et décident eux aussi d'officialiser le Bitcoin comme monnaie nationale afin de pouvoir faire des échanges et des transferts grâce à cette monnaie. La démarche centrafricaine est donc une démarche qui est pro-russe et non anti-France. On est ici dans la volonté, d'après moi, pour le gouvernement centrafricain de préserver sa relation avec la Russie, qui, je le rappelle, est son principal partenaire, plutôt que d'être dans une tentative de combattre Paris. Donc, pour me résumer là-dessus, quitter le franc CFA est bien évidemment une question de souveraineté étatique et c'est une bonne chose que nos États quittent cette monnaie, mais ne soyons pas dans l'utopie et ne nous laissons pas manipuler en pensant que le simple fait de changer de monnaie va développer un pays. Ce n'est pas vrai. C'est une vision et un leadership qui vont le faire. Et si on change la monnaie et que le leadership et la vision n'ont pas été renouvelés, n'ont pas été changés,
on peut être sûr qu'on n'obtiendra pas de nouveaux résultats. Un papayer ne peut pas produire des ananas. Ce n'est absolument pas possible. Maintenant qu'on en a parlé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour un État comme la République centrafricaine d'avoir pris le Bitcoin? Dites-moi ça dans les commentaires, argumentez, parlons-en afin que bien évidemment nous soyons davantage édifiés. Et puis est-ce que cette tendance doit se généraliser en Afrique? Est-ce que plusieurs pays devraient aller vers ce type de monnaie-là? Parlons-en dans les commentaires et partagez la vidéo massivement pour qu'on arrête de se faire manipuler.